Tu te rappelles Daria? Gna 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 gna, this is my stuff. Tu m'aurais pas déjà posé cette question, toi? Si, mais tu te rappelles cette autre version de la série Daria qui ne fait que 26 épisodes au lieu de 65, qui est une coproduction franco-québécoise au lieu d'américaine, qui se passe au Québec au lieu des États-Unis et où Daria s'appelle Blaise? Tu veux dire Blaise le Blasé? Ouais. Allez, vas-y, chante le générique. Pas. Allons donc. Non, avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas. J'ai pas spécialement de problème à comprendre et à retenir les génériques d'habitude, mais celui-là bat des records d'inaudibilité. Communiquer tout, ressembler plus stérile, sans l'ajout d'un mouvement en même temps. Je vais pas pouvoir me prononcer là-dessus. Moi, j'ai toujours un mal fou pour comprendre les paroles des génériques de toute façon. Ok, une phrase de temps en temps qu'on comprend pas, ça va, je connais. Mais là, c'est la totalité du générique qu'on n'arrive pas à entendre. Et pourtant, on a dressé l'oreille à chaque fois, les 26 fois pour pouvoir saisir ce qui était dit. Rien à faire. C'est en cherchant les paroles sur Coucou Circus que j'ai pu savoir ce que ça disait. S'il est si impossible de deviner ce qui est dit, c'est parce que les paroles n'ont en fait strictement aucun sens. C'est juste une espèce de poème bizarre digne de Loulipo qui parle vaguement du fait de communiquer sans manifester d'émotion. Ceci étant posé, Blaise le Blasé, j'en avais jamais entendu parler avant qu'on regarde la série pour faire cette vidéo. Et j'ai immédiatement repensé à Daria, dès les premières minutes. Oui, moi aussi, jusque-là, je te suis. Les premières saisons de Daria m'avaient énormément déstabilisée parce que je ne comprenais pas le délire, que je ne voyais pas où la série voulait en venir. Et moi, souviens-toi, j'avais au contraire trouvé ça amusant spontanément. En voyant Blaise le Blasé, je me suis dit, ça y est, j'ai compris, ce à quoi les premières saisons de Daria voulaient en venir, c'était ça. Or moi, à qui les premières saisons de Daria avaient beaucoup plus parlé, je me suis senti complètement paumé devant les premiers épisodes de Blaise le Blasé. Je sentais bien qu'il y avait un truc, je sentais où la série voulait en venir, mais j'arrivais pas à éprouver ce qu'elle cherchait à me faire éprouver. Et je trouvais ça vraiment dommage parce que je sentais que je passais à côté de quelque chose. Ça a été un soulagement pour moi quand, au bout d'une dizaine d'épisodes, j'ai commencé à me sentir réellement pris par la série et à trouver ça drôle. Cette différence d'appréciation initiale mise à part, je pense qu'on sera d'accord pour dire que les deux séries, Blaise le Blasé et Daria, sont tout à fait comparables. Elle raconte le quotidien d'un adolescent confronté à un entourage un peu borné dont le manque de clairvoyance et de retenue pose des problèmes qu'il faut supporter. Daria est la version écrite pour Al et Blaise le Blasé la version écrite pour Chucky. La série Daria insiste davantage au début sur le fait que le problème du personnage principal, c'est qu'elle est trop intelligente par rapport à ceux qui l'entourent. Ce parti pris me parle plus spontanément et est source de gags qui me touchent plus facilement. Blaise le Blasé a mis plus de temps à m'atteindre car Blaise n'est pas présenté comme plus intelligent que qui que ce soit. Oh, il fait preuve vis-à-vis des choses qui l'entourent d'assez de sagesse et de sagacité pour qu'on suppose que c'est le cas. Mais en effet, c'est pas le propos de la série. Son propos, c'est qu'au lieu de s'enfermer dans une attitude cynique et profondément intransigeante comme le fait Daria pour ne pas se laisser contaminer par la crétinerie ambiante, la stratégie de Blaise est d'accepter les excentricités de sa mère, de ses profs et de son meilleur ami avec une désinvolture et un flegme à toute épreuve. C'est ce flegme qui lui vaut le surnom de Blaise le Blasé, surnom pas si approprié que ça au fond. Absolument. Le personnage de Blaise est tout en nuances, et la série, à son image, est très éloignée du genre de caricature auquel je m'attendais. Blaise n'est pas d'une blasitude absolue. Il lui arrive, contrairement à ce que sous-entend le générique, d'exprimer des émotions, de sourire, et selon ses termes, de trouver certaines situations intenses. Intense. Même si la plupart sont moisies. Moisi. Je crois bien que c'est pour ça qu'il m'a fallu ce temps d'adaptation. Parce que ce n'est pas que Blaise est blasé, c'est qu'il est très difficile de lui faire perdre son calme. Son apathie étant assez atypique pour un garçon de son âge, la psychologue de son lycée, qui répond au nom pas du tout flippant d'Anémone sans chagrin, Et qui est bleu? est complètement déstabilisée par cette attitude. Profondément insécurisée aussi. Le fait qu'on puisse s'en sortir comme ça remet en question tout ce qu'elle sait de la psyché humaine, et particulièrement de la psyché adolescente. Pour que les choses lui semblent logiques à nouveau, il faudrait que le flegme de Blaise soit le symptôme d'un mal-être profond. Qu'à cela ne tienne, elle va consacrer son temps et son énergie à démontrer que c'est effectivement le cas, fomentant contre Blaise des complots dignes des plus grands super-vilains, généralement dans l'indifférence de celui-ci, mais aux grandes dames des tiers entraînés malgré eux dans l'aventure. À part la névrose de la psy de son lycée, Blaise a à gérer quotidiennement celle de sa mère, Carole, hyper possessive et étouffante, qui, dans le but de protéger sa progéniture, se mêle de sa vie au-delà de la limite du raisonnable. Il doit également supporter les intrusions quotidiennes de sa vieille voisine japonaise sénile, que la famille de Blaise a pris à sa charge, mais également les idées fantaisistes de son meilleur ami, Gaëtan Gilbert, dit GG, qui, à part des parents épiciers et une ribambelle de frères et sœurs ayant les mêmes initiales que lui, se caractérise surtout par des idées bien arrêtées, mêlant subtilement conservatisme et extravagance, sur ce qu'il faut faire et avoir pour être heureux dans la vie, et a bien l'intention de harceler Blaise pour qu'il suive ses directives à ce sujet. Annette a un vaste sens de l'humour. Ça pourrait te mener
l'amener à l'hôtel d'abord, au motel ensuite. Le fait qu'il se contente de le harceler au lieu de carrément prendre des initiatives sans lui en parler le rend tout de même plus supportable que Carole. D'autant qu'il y a assez peu de personnes raisonnables dans l'entourage de Blaise qui pourraient rendre GG insupportable en comparaison. En fait, il n'y en a qu'une, son autre meilleure amie, Fabienne. Elle fait des films d'horreur amateurs et elle est lesbienne. Si je précise ce dernier point, c'est parce que la série tient beaucoup à ce qu'on le sache. C'est évoqué très régulièrement par le biais de sous-entendus de plus en plus évidents, puis par le biais de déclarations explicites. Je ne sais pas du tout pourquoi la série tient tant à y faire allusion, parce que ça ne sert jamais à rien. Elle n'a aucune intrigue amoureuse dans les 26 épisodes. À parler d'homophobie peut-être. Même pas. Il y a bel et bien un épisode où il est question d'homophobie, mais il aurait pu être identique sans Fabienne. Personne ne semble avoir de problème avec le fait qu'elle soit lesbienne, ni même d'opinion particulière à ce sujet. Même pas sa meilleure amie, Annette, qui s'intéresse plutôt aux garçons, elle, mais ne se pose jamais la question de si sa relation avec Fabienne est bien de l'amitié sans ambiguïté, comme ça arrive à Charlotte vis-à-vis de Grégoire au début de Sourire d'enfer. Et puis, c'est pas tellement le genre de la série de militer. Elle a ce site particulier qu'elle s'autorise à aborder sans la moindre pudeur tout un tas de sujets peu courants pour une série tout public, Ce qu'est et n'est pas Blaise le Blasé, nous y reviendrons. sur lesquels, en tout cas la plupart des autres séries font preuve de plus de frilosité, mais elles ne les abordent visiblement pas dans un but de représentation ou de revendication. Juste comme ça, parce que, bon, ces sujets font partie de la vie. Dans le lycée de Blaise, il y a une personne dont l'apparence est tellement neutre qu'aucun de ses camarades de classe n'a jamais réussi à déterminer si c'est un garçon ou une fille. Tout le monde se pose la question, mais personne n'ose la poser directement à l'intéressé, Panouk, qui du coup prend un malin plaisir à ne donner aucun indice, juste pour voir si quelqu'un aura le courage de lui poser la question. Quel genre d'enfant étais-tu? Tranquille, solitaire. Et c'est tout, on ne saura jamais. Ça ne sert pas à parler du genre ou de la transidentité. Ça sert seulement à parler du fait que dans la vie, quand on a envie de savoir quelque chose sur quelqu'un, c'est peut-être plus respectueux de demander directement. Le genre ou la transidentité sont subordonnés au scénario, pas l'inverse. C'est juste là parce que ça existe, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas là. Et ça sert à des gags, mais des gags totalement respectueux et sans aucune dérision du sujet. Dans le même ordre d'idée, la série n'a aucun scrupule à faire des métaphores filées sur les seins, ou à parler d'érections matinales au calme comme ça, au détour des dialogues, juste pour faire un gag. Allez, debout mon paresseux. Pas tout de suite. Cette façon d'aborder des sujets sociétaux comme le genre ou la sexualité de façon totalement décontractée m'a fait penser à Sourire d'enfer, que d'ailleurs tu évoquais précédemment. Je me demande si, en fait, ce serait pas la marque d'un certain état d'esprit canadien. Critique de la qualité générale de la série mise à part, Sourire d'enfer met en scène sans retenue ni scrupule des choses telles que le risque pour les jeunes filles de se faire violer si elles sont pas assez prudentes en soirée, ou le fait d'avoir un grand-père raciste. Une série des États-Unis aurait sans doute abordé ces sujets, mais l'aurait probablement fait de manière plus crispée ou avec davantage de gravité, tandis qu'une série française aurait été décontractée, mais moins intéressée par la mise en scène de problématiques sociétales. Certes, Blaise le Blasé est une série plus récente que la grosse majorité des séries auxquelles je suis tenté de la comparer, notamment une décennie de moins que Daria, mais j'attribue plutôt ce style particulier de Blaise le Blasé, qui aborde ces sujets avec aisance et décontraction, à son origine canadienne. Bref, l'homosexualité de Fabienne ne pose problème à personne. La seule fois où elle accuse Blaise d'homophobie, c'est complètement à tort. Effectivement. Bien que plus calme et réfléchi que les autres membres de l'entourage de Blaise, Fabienne peut se montrer parfois aussi bornée que les autres. Donc Blaise reste quand même relativement isolé dans la douce folie ambiante. Sa désinvolture d'autoprotection se justifie donc. Et c'est là qu'on en vient à ce qui probablement vaut à cette série de me parler mieux que ne l'a fait Daria. Cette attitude est efficace. Blaise n'est pas malheureux. Agacé par moments, peu optimiste sans doute, mais malheureux, non. Il a accepté que son entourage soit comme il est. Il a bien l'intention de dire non quand il a envie, et quand il dit oui, c'est par choix. Il ne subit pas cet entourage. Il vit avec, bon an mal an, mais en se ménageant suffisamment d'espace personnel pour prendre soin de lui-même. Dans ces circonstances, les crasses que lui font subir sa thérapeute psychopathe, sa mère possessive et son meilleur ami surexcité deviennent authentiquement drôles. Je comprends la blague. Je me retrouve jamais, comme dans Daria, à me demander si la série essaye de me démontrer que le communisme c'est mal, et sur base de quoi elle voulait m'en convaincre, vu que la situation présentée ne parle pas du communisme lui-même, mais montre les personnages avoir une réaction improbable à des événements tout aussi improbables. Blaise le Blasé ne parle pas de politique, ni même de faits de société. Elle les montre, comme on l'a déjà dit, sans réserve ou dissimulation, mais il serait inexact de dire qu'elle essaye de faire passer des messages sur ces sujets. La série aborde tout au plus la question de la télé-réalité, mais dans le cadre d'une réflexion générale sur comment on peut être manipulé par l'image. Elle n'est pas aussi satirique que Daria a l'ambition de l'être.
C'est à ça aussi que j'ai eu du mal à m'acclimater. J'aurais dû comprendre que de ce point de vue, elle est peut-être plus comparable à Hey Arnold. Bien que se situant dans un contexte sociétal plus ou moins défini, elle cherche surtout à parler de relations humaines et de développement personnel. L'épisode mettant en scène un SDF sert à parler de la famille, et de combien c'est bien d'en avoir une même quand elle est insupportable. Ce n'est pas le seul point de comparaison qu'on peut avoir avec Hey Arnold. Il y a une intrigue à la Helga dans cette série. En effet, Blaise est secrètement amoureux de l'amie précédemment évoquée de Fabienne, Annette, dont l'aspect physique, le caractère et la passion pour la peinture ne rappellent absolument pas la Jeanne de Daria. Chaque fois qu'il croise le regard d'Annette, Blaise devient tout chose, voit la vie en rose et entend une musique. Vous vous êtes inscrit au cours de théâtre, vous aussi? C'est pas une convention. Un personnage le commentera vers la fin de la série. Quand tu la vois, ça fait comme une aura de lumière rose, avec plein de petites étoiles fisses qui scintillent, et j'entends comme un air. Ta-na-na-na-na-na, Par le biais d'un tas de petits codes visuels et sonores et grâce à la réutilisation fréquente d'un petit nombre de personnages récurrents, la série crée avec le spectateur une connivence qui ne fonctionnera à plein régime qu'à la toute fin. On y reviendra. Pour l'instant, disons que le gag sur ce jingle romantique est d'autant plus frappant que le personnage qui fait ce commentaire est Pénélope, l'équivalent de Brittany dans Daria, c'est-à-dire la pom-pom girl décérébrée et superficielle qui n'aime que la mode, les ragots et son petit ami champion de sport. Et que contrairement à Brittany dans Daria, elle n'a pas d'évolution qui la rende plus sympathique parce que... au final, elle est pas si antipathique que ça au départ. C'est un des effets du relatif bien-être que Blaise arrive à éprouver dans sa vie. Son entourage ne le fait pas souffrir, donc ses membres ne sont pas antipathiques. C'est flagrant dans le cas de Pénélope et de son petit ami Benji, l'équivalent de Kevin dans Daria. Brittany et Kevin sont campés comme des crétins finis qui gagnent en capital sympathie grâce à d'occasionnels éclairs de génie et la relative sincérité de leur attachement l'un pour l'autre. Le manque d'esprit critique de Pénélope et Benji est moins présenté comme de la bêtise que comme une forme d'innocence, voire de sagesse dans le cas de Benji, puisqu'à l'instar du flegme de Blaise, son refus de se prendre la tête est la source de son bonheur. C'est tout le temps simple avec toi, hein? Faut pas essayer de comprendre la vie, mon pote, c'est ça qui la gâche. La bêtise de Pénélope sera plus souvent l'occasion de gag, mais la morale est tout de même souvent que sa superficialité résout efficacement ses problèmes. Revenons à Annette. Blaise est un garçon raisonnable. Il n'a pas l'intention de s'obstiner à poursuivre de ses vœux une fille qui n'a pas l'air de le calculer. Pendant au moins 80% de la série, l'opinion d'Annette sur Blaise est indéterminée. Elle le tolère très bien, elle semble parfois même intéressée par la perspective de passer plus de temps avec lui, même si elle lui préfère d'autres garçons, notamment un William qui s'appelle William. Mais on dirait qu'elle pardonne difficilement à Blaise ses différentes maladresses, et donc celui-ci a toutes les raisons de penser qu'il n'a aucune chance avec Annette. Occasionnellement, donc, il sort avec d'autres filles. Malheureusement, ses sentiments pour Annette sont trop forts pour qu'il y résiste, et il met toujours fin à ses autres relations. Étant la beauté inatteignable que le héros doit se contenter d'admirer de loin, Annette a peu d'occasion d'être développée en tant que personnage. Mais la série lui donne des interactions avec Fabienne, que Blaise n'a pas informé de ses sentiments pour Annette pour ne pas causer de malaise quand ils se rencontrent tous les trois, qui permettent de montrer son caractère. C'est une artiste peintre qui, à l'instar de Blaise, a un esprit indépendant, et peut-être des valeurs un peu plus intransigeantes, surtout vis-à-vis de son art. Il y a lieu de penser que son caractère et celui de Blaise vont assez bien ensemble, et que les sentiments de Blaise ne sont pas franchement mal placés. La question de savoir si Blaise finira par sortir avec Annette constitue plus ou moins l'intrigue principale de la série, s'il y en a une. Il y en a une! Bon, déjà, il y a une chronologie, qu'on remarque parce que certains épisodes sont mal placés dans celle-ci. L'épisode 13 se passe avant la castration du chat qui a eu lieu quelques épisodes plus tôt. Mais pas seulement, il y a un fil rouge, il y a même une méchante principale. Une des ex de Blaise se révèle être une psychopathe qui revient régulièrement pour essayer de le récupérer et s'en prendre à Annette au passage. C'est encore un point sur lequel on peut comparer Blaise le blasé à Daria. La série commence par des épisodes relativement indépendants les uns des autres, constitués de gags basés sur le caractère loufoque des personnages qui entourent Blaise, puis dans sa deuxième partie, commence à avoir une intrigue sitcom soutenue qui finit même par un arc feuilletonnant dans les 8 derniers épisodes. Alors que la série n'en fait que 26. Dans Daria, je m'expliquais cette évolution de la structure de la série par le fait qu'elle s'était prolongée, et qu'au bout d'un moment, après avoir épuisé le ressort satirique, la série n'avait pas pu éviter de passer au sitcom. Dans Blaise le blasé, je me l'explique pas. À moins que le but ait réellement été de refaire tout Daria, mais en 26 épisodes. Et ça t'embête? T'aimes ça le sitcom d'habitude? Oui, d'habitude. Mais là, comme dans Daria, il y a une rupture d'état d'esprit. On passe d'une partie satire à une partie sitcom. On n'avait pas dit justement que Blaise le blasé n'était pas réellement satirique? C'est satirique et Arnold? Au sens où sa caricature des travers humains de façon humoristique, oui, mais... Bah Blaise le blasé est satirique dans ce sens-là. Non, la série ne s'attarde pas sur la critique de dysfonctionnement dans la société, mais elle met en scène des mauvais comportements classiques qu'elle caricature pour le gag. Ça suffit pour que je la qualifie de satirique. Or donc, dans Daria, je ne comprenais pas la partie satire, donc j'ai préféré la partie sitcom. Blaise le blasé, je comprends la partie satire,
Donc j'aime moins la partie sitcom. Je comprends ta frustration quand Daria a changé d'état d'esprit. N'empêche que je me souviens que l'utilisation du personnage de Tom dans Daria n'avait pas la cote auprès de toi. Son équivalent dans Blaise le Blasé, Tamara, est un personnage bien mieux géré. En effet, Tamara est la petite amie de Blaise dans l'arc de fin. Il la quittera en se rendant compte que vraiment il n'arrive pas à oublier Annette. C'est bien fait, c'est aussi bien fait que ça peut l'être. Déjà parce que contrairement à Tom, Tamara n'est pas un personnage caméléon qui va adopter la personnalité que la situation impose pour être une petite amie idéale. Elle existe depuis le début de la série puisqu'elle est une des 2 meilleures amies de Pénélope. Oui, parce que Pénélope, entre autres idées bien arrêtées, a ce concept dans la tête qu'un groupe de filles doit être composé d'une chèvre, d'une garce et d'une gentille. Les 2 meilleures amies de Pénélope, Tamara et José, sont littéralement son ange de l'épaule droite et son diable de l'épaule gauche. Donc on ne voit pas du tout venir Tamara dans un rôle indépendant de Pénélope dans l'intrigue. Pourtant, ça arrive de façon tout à fait fluide. Tamara, qui est la gentille dans le trio avec Pénélope et José, le sera donc aussi en tant que petite amie de Blaise. Ça ne sort pas de nulle part. Le fait qu'elle s'intéresse à Blaise non plus d'ailleurs, ça ne sort pas de nulle part. C'est suggéré dès les premiers épisodes. Tu vas pas me dire que tu t'intéresses à Blaise, toi aussi? Tout comme le fait qu'Annette n'est pas si indifférente que ça à Blaise au fond. Tout est prévu depuis le début. Et tout est mené de manière à ce que personne n'ait l'air antipathique. Blaise ne papillonne pas. Quand il commence à s'intéresser à Tamara, il n'oublie pas qu'il aimait Annette jusqu'à présent. Et il ne se tourne pas vers Tamara par désespoir, il l'aime réellement. Découvrant qu'il est amoureux des 2, il se pose réellement la question de qui il préfère. Et iront aussi honnêtement et gentiment que possible. Et cette histoire n'est pas sans intérêt. Elle permet de rappeler que parfois, dans la vie, on est obligé de faire des choix et de les assumer. Ce qui me pose problème, c'est que c'est le dernier arc. C'est celui qui donne son ton à la fin de la série. Il fait s'arrêter sur le sentiment que dans la vie, il y a des choses tristes et qu'on n'y peut rien. Peu importe si Blaise et Annette se mettent ensemble dans le dernier épisode ou pas. L'événement le plus marquant restera que Tamara s'est fait larguer sans avoir rien fait pour le mériter. Et ça m'interpelle, parce que la série a été dans son ensemble très positive. Je comprends pas trop pourquoi cet arc n'a pas été situé un peu plus au milieu de la série, ou pourquoi il a fallu le mettre, sachant que la question des sentiments de Blaise pour Annette qui sont trop forts pour qu'il puisse se consoler avec une autre fille a déjà été traitée une première fois. Façon de voir. La première petite amie de Blaise était une psychopathe. Une vraie. Parce qu'on n'a pas beaucoup insisté dessus, mais quand on vous dit que les gens qui entourent Blaise sont tous plus cinglés les uns que les autres, c'est pas une façon de parler, ils sont vraiment terrifiants. Entre la mère qui borde son fils tellement fort qu'il ne lui est plus possible de se lever, la psy qui impose des mesures draconiennes à tout le lycée sous prétexte de soigner le mal-être contagieux de Blaise, déclenchant ainsi bien plus de catastrophes que l'attitude de Blaise ne le fait, et le fait que l'un des profs les plus normaux du lycée soit une espèce de fou furieux acariate qui se fait assister dans ses cours par un singe surexcité vu qu'il a pas de bras, nous ne sommes pas du tout dans un degré normal d'excentricité. La série en joue. Pas mal d'épisodes adoptent en cours de route un déroulement et une ambiance de film d'horreur où la personnalité dérangeante des personnages peut être exploitée à plein régime. Et donc la première petite amie de Blaise, Fanny, est une vraie psychopathe de slasher movie. On l'a dit, si on considère que la série a une intrigue principale, Fanny est la méchante de cette intrigue. Bon, elle n'assassine personne, mais c'est sans doute principalement parce que son arme de prédilection pour assassiner les gens est une brosse à cheveux. Certes, mais même si certains indices permettent de deviner que cette fille n'est pas très nette, Blaise rompt avec elle avant que sa folie ne se révèle au grand jour. Ce n'est donc pas pour ça qu'il rompt. Ce n'est pas non plus complètement à cause de ses sentiments pour Annette, c'est parce qu'il réalise qu'ils n'ont pas beaucoup de centres d'intérêt en commun et qu'ils s'ennuient ensemble. On n'a pas l'occasion de constater, comme avec Tamara, qu'il a trouvé une partenaire qui lui convient et qui vaut la peine de faire des compromis. Non, avec Fanny, il met fin à une relation qui ne le rend pas heureux et ne lui apporte pas grand chose de satisfaisant. Donc le fait qu'il soit encore amoureux d'Annette n'est qu'un paramètre parmi d'autres à ce stade. Il y avait donc bien besoin de l'arc de Tamara pour aborder tous les sujets que l'arc de Tamara aborde. D'accord, mais pourquoi à la fin de la série ? Pourquoi terminer cette série qui, dans l'ensemble, est une série qui fait du bien, par une fin douce amère comme ça ? Étant donné que Tamara n'apparaît plus dans le cadre après l'épisode où elle se remet de sa rupture avec Blaise grâce au soutien surprenamment efficace de ses amis, ça aurait privé la série d'un personnage pendant trop d'épisodes, je suppose. Faire disparaître Tamara après son arc n'était pas une nécessité, étant donné que la série a quand même pris la peine de la montrer se relevant et tournant la page avant de quitter définitivement le scénario. Parce que c'est encore une chose que la série gère bien. Elle n'oublie pas de se montrer positive, même quand elle parle d'événements tristes et injustes. Il n'y a aucun laissé pour compte. Terminer sur l'arc de Tamara est vraiment sa seule faute de goût. Mais terminer la série sur un arc feuilletonnant est plutôt un choix judicieux. Le fait que ce soit la dernière ligne droite donne aux événements un poids particulier, et l'arc de Tamara ne pouvait que faire partie de cette séquence feuilletonnante. Je le trouve satisfaisant, et le fait qu'il soit à suivre contribue à ce que je le trouve satisfaisant. Je ne suis pas plus fan que toi des fins tristes. En revanche, tu l'as un peu dit, cet arc parle du fait de devoir faire des choix et de les assumer. Et de la manière dont il est fait, je trouve qu'il permet au spectateur d'être en paix avec l'idée qu'on a parfois dû faire des choix incertains avec beaucoup de conséquences négatives potentielles. Cet arc montre que même dans ces cas-là, c'est pas dramatique, puisque la vie continue pour tout le monde après.
Dans ce cas, il aurait été encore plus judicieux d'avoir davantage d'épisodes avec Tamara après cet arc. Comme souvent, je désapprouve le fait que la série ne s'en soit pas tenue à son concept d'origine. Elle aurait été parfaite en restant jusqu'au bout l'histoire d'un gars qui vit avec des cinglés et qui, par son attitude désinvolte, trouve l'épanouissement malgré cet entourage. Parfaite. Autant tu as spontanément adhéré au délire, autant moi j'ai passé les premiers épisodes à être un peu paumé. Il a fallu que je me mette au rythme de la série, ou que la série se mette au mien, je sais pas trop, pour que j'adhère. Chacun son tour. Si les premiers épisodes sont déstabilisants, c'est parce qu'il n'y a pas moyen d'anticiper sur quoi va être l'épisode. Un événement entraîne un truc, qui entraîne un truc, qui entraîne un truc, et finalement, le fait que Blaise planche sur un casse-tête chinois aboutit au fait qu'Anémone sans chagrin prend en otage tout le lycée pour une thérapie générale, et que le prof de sciences tombe en dépression parce que son singe de compagnie s'est enfui. Et si le rapport de cause à effet est parfaitement logique. Ce n'est pas une première. Les structures des épisodes des Simpsons sont comme ça. Si ça ne te déstabilise pas dans les Simpsons, c'est parce que ces enchaînements improbables d'événements y sont ponctués de gags qui suffisent à eux-mêmes. Dans Blaise le Blasé, le gag est cette improbabilité dans la manière dont les choses s'enchaînent. Je comprends que ça ne fasse pas rire tout le monde, mais moi, je trouve ça délicieux. Oui, enfin moi je trouve quand même ça plus drôle quand il y a des gags un peu plus classiques. Maman, papa, ma Je ne suis pas rassurée. Il n'est pas armé pour vivre une relation amoureuse avec tout ce que ça comporte comme responsabilité. Il faut que tu lui parles maintenant. Que je lui parle de quoi? Oui, cette série a été diffusée dans des émissions jeunesse. Le public cible de Blaise le Blasé est loin d'être évident. La série manque de la retenue qui sied à un jeune public et certains enjeux sont peut-être un peu difficiles d'accès avant un certain âge, ce qui n'est pas le cas des Arnold à laquelle on a déjà un peu comparé Blaise le Blasé. Mais d'un autre côté, bien que la série soit un peu subversive, elle ne cherche pas activement à l'être comme le ferait une vraie série pour adultes. Sourire d'enfer, qui est plus clairement une série pour enfants, est un peu subversif de cette façon aussi, comme on l'a dit. Quant à l'humour lui-même, c'est assez difficile de dire s'il est tout public. En fait, c'est assez difficile de décrire quel type d'humour il y a dans Blaise le Blasé. Parce qu'il y a vraiment des blagues de toutes sortes. Des running gags aux éléments récurrents qui instaurent une connivence avec le spectateur, des répliques qui tuent aux gags de quatrième mur. Mais la constante, je dirais que c'est ce comique de situation engendré par le fait que les événements s'enchaînent de la manière la plus improbable possible. À moi, il me manquait quelque chose pour trouver ça drôle en soi. À la réflexion, c'était pas qu'il fallait que je me mette au rythme de la série ou qu'il fallait qu'elle se mette au mien. C'est que j'avais besoin de cette connivence entre la mise en scène et le public qui se met en place au fil de la série par le biais des éléments récurrents pour éprouver le sentiment de complicité qui m'investit dans les épisodes. À moi, l'improbabilité elle-même m'a suffi. On peut éventuellement se dire que ça marche comme Duck Dodgers, parce que la série ne se refuse rien. Aucun type de blague, ni aucun sujet. Donc si on suit mon raisonnement, ce qui manquait à Daria pour te plaire, c'était d'être une série canadienne qui peut tout mettre en scène de manière décontractée. Et oserais-je dire, à l'aise Blaise. Affligeant. Pourtant, je m'ennuie devant Sourire d'enfer. Sourire d'enfer n'est pas une série humoristique. Blaise le Blasé, si. Au fond, ça se pourrait que ce soit ça. Mais puisqu'on parle du fait que la série est canadienne, nous l'avons vue en VFF. Pas que la VFQ soit particulièrement difficile à comprendre pour nos pauvres petites oreilles françaises, mais c'est toujours plus appréciable de faire l'expérience d'une série dans les conditions où les natifs du pays d'origine en font l'expérience. Et cette VFF a une particularité. Elle a fait une tentative grossière de relocalisation. Je vous rappelle que 25 cm de neige sont tombés sur Carcassonne. Un record pour une veille de Noël. Oui, parce que les pannes d'électricité générale dues à la neige et les pigargues à tête blanche, c'est sûr que c'est typique de l'Hexagone. Ouais, c'est assez curieux. Les paysages sont clairement canadiens, mais visiblement, la relocalisation de la VFF était prévue dès l'animation. Les affichettes sont en euros. Et à moins que la VFQ qu'on a trouvée soit montée sur les images françaises, c'est dans toutes les versions. Puisqu'on parle des images... Ah oui, c'est pas du tout une transition archi-téléphonée, ça. Je t'emmerde. Le style graphique est typique d'une série humoristique, avec des chara-designs caricaturaux et des formes improbables. Vu la forme de sa tête, Annette pourrait très bien être la cousine canadienne d'Arnold. Et le canon de la beauté, dans cet univers, c'est de débarquer de celui d'Auban Star Racers. La caractéristique des filles sexy et populaires est de ne pas avoir de nez. Les décors ne sont pas en reste. C'est pas qu'il n'y ait pas de texture, c'est que leur utilisation n'est vraiment pas orientée de manière à donner une impression de volume et de perspective. On a le sentiment d'évoluer dans des décors en papier collé. Ok, moins que dans Sourire d'enfer, et on est loin d'atteindre les niveaux psychédéliques des antres de sorcières dans Puella Magi Madoka Magica, mais on a quand même l'impression de se balader dans l'artbook d'Annette. J'ai dit que le texte du générique était digne de l'Oulipo, mais l'esthétique graphique est du même acabit. Il y a une vraie dimension artistique dans ces visuels, une vraie ambiance qui s'en dégage. C'est cohérent avec le thème, on va dire. Le thème, tu veux dire la douce folie qui étreint tous ces personnages? Pas seulement. En anglais, la série s'appelle Fred's Head. Ils ne pouvaient pas garder l'allitération de la VF,
Alors ils ont décidé de la remplacer par une assonance en renommant Blaise Fred. Quoi qu'il en soit, ce titre anglais nous fait savoir que le thème de la série, c'est pas nécessairement l'entourage dans lequel évolue Blaise, mais ce qui se passe dans sa tête pendant qu'il évolue dans cet entourage. Ce qui est vrai. L'intérêt de voir cette bande de cinglés faire leur clownerie, c'est d'observer comment Blaise se débrouille pour rester stoïque devant. On n'y prend pas forcément garde parce que contrairement à Sourire d'Enfer, la série ne choisit pas de faire commenter l'action par son personnage principal en voix off, mais il y a tout de même quelque chose qui fait office de commentaire. Régulièrement, la série met en scène de manière visuelle les pensées de Blaise. S'il envisage de sortir avec une autre fille qu'Annette, par exemple, la série le montrera sous forme de métaphore visuelle. Et de préférence une métaphore visuelle improbable et psychédélique, avec un filtre spécial. Ces intrusions dans les fantasmes de Blaise passent comme une lettre à la poste, parce que même quand on est dans la réalité de son quotidien, le graphisme est stylisé et artistique. Ça marche bien. Ça marche vachement mieux que l'insupportable narration de Sourire d'Enfer. L'absence de narration est contrebalancée par les épilogues des épisodes. À la fin de chaque épisode, Blaise brise le 4e mur pour donner un proverbe au spectateur, sous forme d'un jeu de mots poétique vaguement en rapport avec la morale de l'épisode. L'amitié, c'est comme une chambre. Parfois, c'est bordélique. Vaguement moral aussi. Le malheur des uns fait le bonheur des psys. La série ne cherche pas à être morale, en tout cas pas dans le sens de Daria. C'est pour ça que la série Daria parle d'intégrité pendant que la série Blaise le Blasé parle d'épanouissement personnel. Blaise le Blasé défend l'idée qu'être un petit peu fou et pourrir la vie de son entourage à cause de ça n'est pas foncièrement immoral, c'est juste un truc de la vie à accepter. La série Daria part du principe que le comportement toxique de l'entourage de Daria est dû à la paresse intellectuelle et au refus de se remettre en question, et que tolérer que ces personnages conservent leur attitude toxique, c'est leur accorder le droit de mal agir alors qu'ils sont parfaitement en mesure d'agir mieux. Il faut donc se poser la question de son rapport à la vie en termes de bien, de mal, d'intégrité et de corruption, quitte à ce que la conclusion n'aille pas toujours dans le sens de la rigueur morale. La série animée Blaise le Blasé part du principe que ces personnages sont juste comme ça, qu'on n'y peut rien, qu'il faut l'accepter, et qu'on peut même y trouver son compte. Il faut donc se poser la question de son rapport à la vie en termes de tolérance et d'optimisme. C'est pas forcément plus constructif d'expliquer aux adolescents qui doivent laisser passer toutes les vacheries qui leur sont faites parce que c'est une fatalité, que de leur dire que les autres sont des crétins et qu'il faut s'accrocher à sa vision du monde envers et contre celle des autres. Mais le résultat, c'est que Daria décrit un univers où le bonheur n'est pas une option, où on peut seulement apprendre à supporter la vie. Et Blaise, un univers où le bonheur est possible à condition de pas en vouloir trop. La preuve, Gaëtan Gilbert, le personnage qui devrait être considéré comme le plus ridicule parce qu'il est le comparse comique du héros, est en fait celui qui a la vie amoureuse la plus riche. Sérieux, c'est lui qui a le plus de petites amies différentes dans cette série. Certes, ça finit en général abruptement, mais jamais d'une manière qui remette en question l'authenticité des sentiments qu'il a inspirés à sa petite amie du moment. Gaëtan Gilbert est un tombeur, c'est un hystérique, un escroc, un ami possessif et obsessionnel, un esprit étroit et borné, et il a un sens de la diplomatie assez limité, mais elles lui tombent toutes dans les bras. Parce que c'est un univers où il ne faut pas être parfait pour plaire, il faut juste trouver les personnes capables de vous apprécier. Et vivre sereinement le fait de ne rester avec aucune. Bien qu'il s'en plaigne, Gaëtan Gilbert trouve son compte dans sa vie amoureuse chaotique, puisqu'il est satisfait de pouvoir en faire une chanson dans l'épisode des images recyclées. Ah, l'épisode des images recyclées. Parlons-en de l'épisode des images recyclées. Tu te fiches de moi, on va quand même pas parler de l'épisode des images recyclées. Il est bon! L'épisode des images recyclées n'est jamais bon. Il est correct au mieux. Celui de Blaise le Blasé est réellement bon. Alors même qu'il assume à fond d'être un épisode des images recyclées. Peut-être parce qu'il assume à fond d'être un épisode des images recyclées. Situé vers la fin de la série, c'est l'avant-dernier épisode, il exploite à son plein potentiel la connivence que la mise en scène a construite entre les personnages et le public. Déjà, l'épisode commence en brisant le 4e mur et en annonçant aux spectateurs que c'est maintenant, que ça va être cet épisode, qu'on a conscience que les rediffusions sont en général perçues par le public comme du foutage de gueule, mais qu'on aime ça et qu'on fait ça non pas pour se foutre de la gueule du public, mais parce qu'on aime ça. Une fois ceci posé, le jeu va être de trouver les manières les plus inattendues, les plus appropriées et les plus drôles d'introduire une série de flashbacks dans le scénario. Parce qu'il y a un scénario. Pas un scénario prétexte pour pouvoir inclure autant d'images des autres épisodes que possible, un scénario normal, dans lequel il faut faire preuve d'ingéniosité pour insérer les images recyclées. Un scénario qui fait même avancer l'intrigue principale, si on veut vraiment considérer le couple Blaise-Annette comme l'intrigue principale. Rien que pour l'épisode des images recyclées, la série mérite un coup de chapeau. À part pour parler du générique, on a assez peu parlé de l'ambiance musicale. Elle est un peu à l'image de l'ambiance visuelle. Sans aller jusqu'à être frappante d'originalité dans l'ensemble, elle est quand même assez atypique pour retenir l'attention. Le leitmotiv d'Annette se remarque assez vite. C'est péchu, et à partir du moment où j'ai commencé à accrocher à la série, l'ambiance musicale a participé à ce que je me sente complice de la mise en scène. La musique contribue à ce que Blaise le Blasé ait une identité propre. Si la série avait duré aussi longtemps que Daria, elle aurait sûrement pu devenir le même type de phénomène. À choisir, je préfère que la série soit courte et sans vraie fausse note. Parce que bon, même si j'ai du mal avec l'arc de fin, à long terme, c'est pas une fausse note plus dommageable que ça. Et ça ne m'empêchera pas de garder un bon souvenir de la série. D'autant plus que comme Daria, elle a une fin conclusive,
qui me laisse pleinement satisfaite de l'expérience. Blaise est un personnage sympathique tout du long. Quand il largue sa copine pour une raison injuste, c'est quand même clair qu'il est plus sympa de le faire que de ne pas le faire. Et puis, c'est pas incohérent avec l'état d'esprit général de la série. Blaise n'a pas une ambition de vertu, il a une ambition d'épanouissement personnel. Son épanouissement personnel passant également par le fait de faire du bien à ceux qu'il aime, il est tout de même altruiste. D'ailleurs, on peut éventuellement le manipuler grâce à cet altruisme. Il suffit de lui faire penser à son petit frère pour obtenir quelque chose de lui. Mais il n'a jamais de choix cornélien à faire entre son propre bien et celui des autres. Il est en général mieux pour tout le monde à long terme qu'il fasse ce qui est bien pour lui. Oui, parce que s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de cette série, c'est que Blaise n'est pas le seul à aller bien. Tout le monde est heureux de sa façon d'être. La mère névrosée est insupportable pour Blaise, mais elle est très heureuse de sa propre attitude. Pareil pour la psy. Quant à Tamara, il vaut mieux pour elle se faire larguer de manière franche et directe mais bienveillante pour pouvoir entamer immédiatement son travail de deuil, plutôt que de rester plusieurs mois dans l'entre-deux, comme Tom dans Daria. Les plus marquants, c'est Benji et Pénélope. Comme on a dit, l'attitude de Benji consistant à esquiver les sujets sérieux pour se complaire dans l'insouciance n'est pas présentée comme débile, mais comme une forme de sagesse. À côté de ça, l'attitude de Pénélope est présentée comme crétine sans ambiguïté, mais sa crétinerie est bénigne. Quand elle fait de grosses conneries, elles sont réparées. Pas toujours par elle, mais elles sont réparées. Personne n'est parfait, mais chacun finit toujours par s'y retrouver, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Plus optimiste que Daria, plus intéressante que Sourire d'Enfer, plus mature que Hey Arnold, Blaise le Blasé mérite qu'on s'en souvienne.